Bonjour. Après une première vidéo de présentation générale, dont vous trouverez le lien dans le descriptif, et cette vidéo serait d'ailleurs idéalement à visionner au préalable, voici dans cette seconde partie plusieurs zooms sur des détails constructifs, zooms qui s'adressent aussi ici à des constructeurs amateurs qui se lanceraient dans l'aventure. Le niveau de difficulté, faut quand même une bonne maîtrise du travail du bois, avec néanmoins un outillage assez simple. Bon, sinon se faire aider par un copain bricoleur peut être un plan B. Prévoir un chantier de plusieurs semaines, les temps de séchage nécessitant un travail par tranche, hein, par petites tranches parfois, ça nécessite globalement, bon, j'irai à la louche, entre 60 et 80 heures. Pour faciliter la lecture de cette vidéo, le descriptif annonce un découpage en chapitres. Zoom sur le profil NACA, zoom sur la découpe des tranches, etc. Il suffit de cliquer sur le chapitre pour y accéder directement. Enfin, petit rappel, c'est une construction amateur, artisanale et non commerciale, hein, où il ne faut pas compter ses heures. Donc ça ne prétend pas se substituer au conseil, voire au service d'un professionnel. Alors le profil est très proche du NACA 6312. Initialement, ce profil est destiné à l'aviation. 63 désigne la famille du profil, donc avec un creux maximum vers le premier tiers de la corde. Et 12 désigne l'épaisseur en pourcentage de la corde, c'est-à-dire de la largeur du gouvernail. Donc on arrive à peu près à 45 mm de largeur. Je me suis servi d'un gabarit de contrôle en carton sur la photo de gauche, reproduisant la partie femelle du cadre en aluminium supportant le gouvernail sur le tableau arrière du bateau. Bon, attention cependant, le cadre est légèrement incliné et remonte vers l'arrière d'environ 10 à 15 degrés. Donc le gabarit n'est pas à appliquer à angle droit par rapport à la bordure du gouvernail, d'où une limite en largeur du gouvernail de 36 cm 5. Et encore, ça passe tout juste. Le gouvernail initial faisant plutôt 36. La colonne de droite du tableau, donc la photo à droite, donne surligné en jaune les épaisseurs définitives de construction, après arrondi hein, évidemment. Alors par exemple 15 mm, c'est le contreplaqué central nu, 25 mm correspond au contreplaqué central plus les deux joues en contreplaqué de 5 mm. 35 mm, c'est le contreplaqué central plus deux tasseaux de 5 mm plus deux joues, etc., etc. Par exemple 41 et 45 mm pour des tasseaux de 8 et de 10. Pour s'assurer de la symétrie des deux joues, euh, j'ai utilisé des tasseaux de 5, 8 et 10 mm qui sont longitudinaux et qui assurent donc l'écartement selon un plan, l'écartement des joues par rapport au contreplaqué central, selon un plan qui est conforme au profil NACA et finalement à l'ancien modèle. Alors en orange sur le schéma, on voit les tasseaux, en jaune le contreplaqué de 5 mm et puis hachuré au centre le contreplaqué central de 15. Le plan de coupe détermine l'emplacement et l'épaisseur des tasseaux en sapin, sauf pour le 10 mm qui est en chêne. Au moment de l'achat des tasseaux, dans une grande surface de bricolage, ne pas hésiter à se munir d'un pied à coulisse parce que les dimensions annoncées sur les étiquettes ne sont pas toujours très fiables. Petit commentaire du dessin de gauche à droite, tout à fait à gauche, donc en plus du contreplaqué de 15, en orange apparaît un champ plat de 5 mm sur 25 qui a été biseauté à la scie circulaire sous deux angles, on y reviendra un petit peu plus tard, puis l'arrondi a été obtenu par va-et-vient avec une ponceuse à bande. On voit également les points de contact entre les joues jaunes et le contreplaqué central de 15 ou entre les joues jaunes et les tasseaux orange.
Le biseau, enfin, vers la droite, les joues se terminent avec un biseau. On verra comment tout ça se découpe. Et tout ça est assemblé ensuite, collé à la résine époxy. Enfin, la ligne de chute n'est pas aiguisée, mais se termine par un bout carré, si je puis dire, de 5 à 6 mm. Il faut éviter donc un arrondi ou une forme aiguisée. Je me suis référé ici à un article qui est en lien dans le descriptif de Voiles et Voiliers. Bon, quant aux 15 derniers millimètres, complètement à droite, j'ai fait un petit zoom dans le schéma. Bon, tout ça, c'est en fait comment dire, la stratification qui viendra combler ces 15 derniers millimètres, puisqu'il faut que les deux parties stratifiées se réunissent tissu sur tissu, le tout étant décrit un petit peu plus loin. Petite explication du tableau trouvé sur internet. La première colonne en X est un pourcentage de la largeur du gouvernail, donc de 37 cm à partir du bord d'attaque. Par exemple, pour un X à 50% de 37 cm, eh bien, si on se reporte à la troisième colonne, X est égal à la moitié de 37, c'est-à-dire 18 cm et demi. La deuxième colonne en Y est une demi-épaisseur du profil, donc en fait 2Y c'est l'épaisseur totale, en pourcentage encore une fois de 37 cm. Par exemple, on trouve le maximum d'épaisseur avec un Y égal à 5,995, c'est-à-dire quasiment 6, soit une épaisseur totale de 12, un petit 12%, 12% toujours de 37 cm, à 13 cm de la bordure, donc pour un X égal à 35. Bon, c'est un petit peu ardu, mais il suffit de regarder posément le tableau, puis on comprend ensuite la logique des choses. J'ai un peu triché, le gouvernail fini ne fait pas 37, mais 36,5. Le gouvernail original faisant 36, donc il ne faut pas aller au-delà de 36,5, ça passe pile poil dans le cadre en alu. Donc tout ça pour retrouver les 45 mm d'épaisseur à 13 cm de la bordure, donc auquel il faudra ajouter les 2 fois 2 mm de stratification. On arrive au total à un petit 50 mm max. Attention, la limite fixée par le cadre en alu est de 55 mm. Donc au fond, je me suis retrouvé avec non pas 5 mm de jeu de chaque côté, mais 3 mm de jeu une fois le gouvernail posé. Zoom sur le découpage et le ponçage des tranches partie bois. Donc le découpage des tranches suppose la réalisation d'une table à découper, permettant de positionner les panneaux de bois sur la tranche, donc à la verticale, et non pas comme on a l'habitude de le faire à l'horizontale. Donc c'est là la petite astuce pour pouvoir faire des angles de coupe inférieurs à 45 degrés. Bon, si on décrit un peu l'image, la scie circulaire classique est quand même munie d'un disque neuf, et il faut absolument veiller à ce qu'il y ait un angle droit entre la table et le panneau de réception du contreplaqué. Alors pour faire un angle droit, il suffit d'appliquer un cas particulier remarquable du triangle de Pythagore, enfin du théorème de Pythagore, puisqu'on sait que un triangle de côté 3, 4, 5 sera toujours un triangle à angle droit, puisque 3 au carré plus 4 au carré, bah, c'est égal à 5 au carré. Bon, c'est une vieille règle qu'utilisent encore les menuisiers, qu'utilisait, semble-t-il, déjà l'Égypte antique, pour faire des équerres de toutes les tailles. Bon, la règle en alu pour positionner à plat la scie a été ajoutée sur le côté. Et puis j'ai dû quand même faire quelques essais un peu à tâtons pour trouver les bons angles, le tout avec un rapporteur d'angle de menuisier. Évidemment, tout ça donc, se fait de manière un peu empirique. Le ponçage du biseau de l'arrondi du bas a été réalisé à la ponceuse à bande, par passage successifs horizontaux suivant la courbe. Attention donc ne pas rester au même endroit, ça ferait un trou. Le reste des ponçages a été réalisé tant sur le bois que sur la résine avec une ponceuse vibrante,
parfois avec du 80, mais surtout avec du grain à 160. Pour garantir la symétrie du gouvernail et éviter un phénomène de vibration en navigation, l'idée a été donc d'assembler 2 joues cintrées en contreplaqué de 5 mm, la joue bâbord étant ici représentée sur la photo de gauche. Donc autour d'une âme centrale en contreplaqué de 15 mm, le tout a été découpé dans du contreplaqué extérieur de qualité CTBX comme ça a déjà été indiqué. Le cintrage se fait assez facilement, même après imprégnation. Le collage des joues se fait à la résine, sur les tasseaux, et au joint congé sur la ligne de contact du bord d'attaque. Le biseau sur l'arrière de la joue, alors le biseau réalisé selon la technique mentionnée sur la diapo précédente, donc est collé à la résine, et tout ça est repris au joint congé, qui fait une sorte de soudure après la pose, donc pour rattraper l'écart entre la joue et l'âme centrale. Comptez une pièce de contreplaqué d'environ 2 mètres par 40 cm en 15 mm et 2 pièces en 5 mm d'environ 1,70 m sur 30 cm pour les joues, plus les strates en demi-lune, toutes ces cotes étant à ajuster à l'assemblage, le gouvernail fini ne faisant que 1,90 m par 36 cm et demi. Pour renforcer le gouvernail, mais je ne suis pas convaincu que c'était très utile, les jonctions donc entre les extrémités et la partie centrale, j'ai pris en sandwich le contreplaqué de 15 mm avec 2 contreplaqués de 5 mm sur plus ou moins 20 cm entre les 2 tasseaux de 5. C'est la photo à gauche sur la partie haute et sur la partie basse. Alors du coup, le tasseau de 5 mm est remplacé par le contreplaqué de renfort qui fait lui-même 5 mm, et les tasseaux supérieurs à 5 mm sont tout simplement compensés. Par exemple, le tasseau de 10 devient un tasseau de 5 qui vient se superposer au contreplaqué de renfort de 5 mm. Les tasseaux et les strates en demi-lune de la partie basse, c'est la photo à droite. Tout ça a été collé à la colle PPU, collé et agrafé avec une agrafeuse tout simplement. Les pièces sont ensuite imprégnées à l'époxy, y compris dans les parois creuses bien sûr. Les ronds bleus et les trous sur la joue bâbord correspondent au passage de boulons de fixation entre le gouvernail et la barre, ça c'est la partie tout à fait tout en haut, ou entre le gouvernail et le cadre alu. Tout ça sera détaillé sur la dernière diapo. La technique est simple, il s'agit de noyer un trou de 8 mm dans lequel passe l'axe en inox dans un cylindre composé d'époxy qui fait 22 mm, tout ça pour protéger évidemment le bois. Zoom sur les strates de niveau des demi-lunes du bas du gouvernail. Donc la prise de cote se fait sur le gouvernail original avec un compas d'épaisseur, comme peuvent en utiliser les sculpteurs. Bon, voilà, j'en ai fabriqué un. Un traçage au blanco sur l'anti-fouling, un traçage donc à 15 mm, à 25, à 35, à 45, et un découpage de gabarit papier tous les 5 mm. Alors pourquoi tous les 5 mm? Tout simplement parce que j'utilise du contreplaqué de 5, et donc 5 plus 5 ça fait 10, d'où les traçages à 15, plus 10, 25, plus 10, 35, plus 10, 45. Tout ça correspond donc aux couches successives de contreplaqué qui seront collées à la PPU, agrafées ou vissées. Des enduits donc assurent l'arrondi de finition. Alors d'abord au mastic type joint congé en marron, puis avec une charge plus légère, donc en clair sur la photo de droite. Une troisième passe d'enduit de finition sera faite à l'enduit époxy. Alors c'est un enduit type watertight qui vient s'intercaler entre 2 couches de peinture primaire époxy type Interprotect. Zoom sur la stratification, donc le triaxial, photo en haut à gauche, est composé de 3 fibres. Une fibre sur la longueur du rouleau,
qui fait 10 mètres, et 2 fibres en diagonale à 45 degrés. Donc il faut placer impérativement la fibre longitudinale, donc celle qui est dans le sens de la longueur du rouleau, dans le sens de la hauteur du gouvernail. Le point faible du gouvernail se trouve à la ligne de flottaison, hein, c'est là que s'exercent les charges les plus fortes à la gîte, en bout de gouvernail, en bout de pelle, surtout quand le bateau part au tas. Mes 2 couches centrales font environ 1,20 m et sont décalées l'une de l'autre pour faire chevaucher les raccords sur environ 20 cm. Elles ont été posées mouillé sur mouillé, pas de pose sèche avec du 750 grammes. Voir donc ici la photo en bas à gauche. Alors faute d'une largeur suffisante, sauf à trouver du triaxel en 80 cm de large, bon, le mien faisait un petit 63, j'ai dû ajouter une bande longitudinale d'un peu moins de 20 cm de large, le raccord étant un coup sur bâbord, un coup sur tribord. Puisque quand on fait tourner le tissu autour du gouvernail, évidemment, on n'arrive pas tout à fait aux petits 80 cm nécessaires. Les extrémités ont été faites 24 heures après, donc photo centrale. Je conseille de confectionner un patron avec du papier peint ici sur la photo en haut à droite. Les fibres n'étant pas cousues entre elles, tout ça est à manipuler avec beaucoup de précaution. Le tissu est assez rigide et chaque déformation pour épouser lame en bois est quasi irréversible, hein. Il est impossible de remettre à plat une pièce de tissu qui aurait été déformée sur un mauvais gabarit. On observe au milieu à gauche le fameux tissu d'arrachage que l'on reconnaît facilement à ses rayures rouges, tissu à utiliser sans modération. Bon, on trouve ici mon plan de découpe des tissus, hein, que j'avais griffonné sur un bout de papier. C'est quand même très utile pour planifier le découpage du tissu et puis calculer la consommation de la résine, puisque le tissu fait 750 grammes au mètre carré et on consomme exactement la même quantité de résine, donc 750 grammes de tissu par mètre carré pour 750 grammes de résine par mètre carré. En haut, les 2 bandes centrales, hein, dont je parlais précédemment, elles font 1,20 m avec un raccordement, enfin avec un raccord pas tout à fait de 20, mais plutôt de 16 cm, pour disposer d'un bon mètre de recouvrement sur la partie la plus sollicitée, la partie centrale. En bas, on aperçoit les extrémités. Bon, on devine à gauche la découpe en triangle, permettant de contourner l'arrondi du bas. Donc là, on devient tapissier ou couturier. Le raccord se faisant un coup sur bâbord, un coup sur tribord, et jamais trop près de l'arête, mais plutôt 5 cm à 5 cm de l'arête. Alors c'est pas inutile ici de proposer de manière écrite le calcul d'apothicaire qui va suivre. Donc remarque, le tissu nécessaire à la stratification a une face plutôt lisse, c'est le côté des fibres croisées à 45 degrés, et une face que j'appelle côtelée, un peu comme du velours côtelé, dû à la fibre longitudinale, donc celle qui est parallèle à la grande longueur du rouleau. Alors mon fournisseur m'a conseillé de placer les surfaces côtelées l'une contre l'autre. Donc les extérieurs sont lisses et la partie centrale côtelée peut être chargée en résine, la règle étant simple, 750 grammes par mètre carré comme pour le tissu, donc à parité égale si je puis dire. Et chaque couche de stratification correspond à peu près à une épaisseur de 1 mm. Alors important, le raccord des tissus tribord-bâbord se fait sous la ligne de fuite, donc le tissu suit l'arrondi de la ligne d'attaque assez facilement, mais évidemment, sur la ligne de fuite, on est sur une ligne très affûtée, aiguisée, donc on va mettre le tissu bord sur 15 mm, recommandation
que m'avait donné mon fournisseur de résine. Alors la photo, bah, c'est pas celle qui est en haut à droite, c'est plutôt celle qui est en bas à gauche sur la diapo précédente, montre le dispositif de collage des tissus, les 2 couches de chaque côté, donc ça fait 4 couches en tout, étant maintenues avec des pinces à linge le temps du séchage. Une fois que tout ça est sec, un trait de scie permet de redécouper tout ça au droit, en ligne droite. Alors, sur la consommation des résines, bon, je ne fais que lire ce qui est indiqué ici, mais voilà la consommation constatée. Pour l'imprégnation et le collage de la partie bois, alors par dose successive, au début j'y suis allé prudemment, donc je faisais 129 grammes à la fois, c'est-à-dire 100 grammes de résine et 29 grammes de durcisseur, hein, c'est le ratio à respecter, durcisseur lent. Et alors une dose me permettait de faire un côté, et pour l'imprégnation externe, et le premier enduit au joint congé, je fais des doses de 150 grammes plus 33,5 grammes de durcisseur pour chaque côté. La stratification principale, alors le calcul de la surface de toile à poser permet de définir la quantité de résine à préparer. Donc en mètres carrés que multiplie 750 grammes, on a donc à chaque fois l'équivalent de la quantité de résine à préparer. Hein, si j'ai 500 grammes de tissu, eh bien il me faut préparer 500 grammes de résine. Donc en tout, on arrive à 4,3 kg moitié tissu, moitié résine. Le ratio résine-durcisseur est proportionnel toujours à 100 grammes de résine pour 290 grammes de durcisseur, donc on fait une règle de 3 à chaque fois. Par exemple, pour la partie centrale, donc les 2 grandes bandes de 1,20 m que j'ai posées en une seule fois, mouillé sur mouillé, donc j'ai préparé, je m'y suis pris en 4 fois, 4 fois, c'est-à-dire 4 fois 338 grammes. Et si on rentre dans le détail, il y a 262 grammes de résine et 76 grammes de durcisseur lent. Pour les extrémités, alors, la partie basse, j'ai utilisé 420 grammes en 2 fois 210. Et pour la partie haute, j'ai utilisé 380 grammes en 2 fois 190. Alors la récompense de tout ça, c'est quand le gouvernail neuf vient enfin se fixer sur le tableau arrière et que commencent les premiers essais en mer. Faudra une saison complète hein, pour évidemment valider à 100% le truc, mais bon, pour l'instant, même à la gîte, à 5 nœuds 5 au près, dans une mer un tout petit peu formée, tout ça fonctionne très bien. Bon, on verra à l'usage quand même, mais ça m'a l'air quand même assez solide. Alors, si on détaille un peu tout ça, j'ai utilisé après mes couches de primaire époxy une peinture blanche mono-composante. Alors la règle c'est que on peut mettre du mono sur du bicomposant, mais pas l'inverse. Ici j'ai utilisé une peinture type Toplaque. Ça c'est la partie au-dessus de la ligne de flottaison, et en dessous de la ligne de flottaison, sur mes couches de peinture primaire époxy, où j'ai dû mettre 4 ou 5 couches. J'ai utilisé une première couche d'anti-fouling à matrice dure d'une autre couleur que l'érodable l'érodable noir qui vient en finition. Ça permet donc de voir où on est le taux d'érosion de l'anti-fouling érodable. J'ai remplacé les vis téflon d'origine qui permettaient de fixer le gouvernail sur son cadre en aluminium. C'était cassant, d'ailleurs, elles ont très vite cassé, et à l'époque, pour les remplacer, c'était très cher. Bref, j'ai remplacé tout ça par un boulon traversant, alors c'est peut-être pas très orthodoxe, mais le boulon traversant en inox de 8 mm, alors sur la partie haute et pas sur la partie basse, pour éviter tout risque de... Même si j'avais prévu un passage, je me dispenserai de le faire parce que je veux pas prendre le moindre risque d'infiltration d'eau, d'où en bas un jeu de cale, alors qui était encore provisoire au moment de la photo, qui maintenant est devenu définitif, donc plutôt des cales rouges
de 3 mm en bas, et les petits coins jaunes que j'ai utilisés pour le haut, qui permettent en même temps de stabiliser le gouvernail. Alors les cales rouges le stabilisent pour le jeu latéral, et les petites cales jaunes pour le jeu vertical. Donc pas de trou bas, étanchéité oblige, mais j'ai quand même prévu un deuxième trou à mi-hauteur pour réduire le tir, donc il est à 40 cm, pour réduire le tirant d'eau du gouvernail, qui est initialement à 1,10 m, à 70 cm, grosso modo les 70 cm correspondant à la quille lorsqu'elle est relevée, non pas intégralement. Ah oui, alors voilà, quand on relève intégralement la quille, on est à un peu moins de 70 cm de tirant d'eau. Voilà. Pour info quand même, avec une cinquantaine de tours, quand on remonte la quille, on arrive à un tirant d'eau d'1,10 m, ce qui permet, sans toucher au gouvernail, de réduire le tirant d'eau d'1,75 m à 1,10 m, ce qui peut quelquefois être utile quand on n'est pas complètement sûr de la profondeur. Donc voilà, on peut jouer sur plusieurs tirant d'eau différents. Quille basse, on est à 1,75 m, quille remontée à 50 tours, on met à peu près la quille à la hauteur du gouvernail à 1,10 m, ce dont je me sers quand même assez souvent. Et alors éventuellement, quand on remonte l'intégralité, on est à un petit 70 tours, en fait, entre 68 et 70 tours, on arrive à moins de 70 cm de tirant d'eau. Donc là, faut faire attention, puisque c'est le gouvernail qui pourrait prendre un choc si on venait à talonner. Enfin, on voit sur le tableau arrière des renforts. J'ai mis un jeu de plaques et de contre-plaques en inox d'1 mm. Bon, ça, pour répartir les efforts exercés sur les charnières du gouvernail que je trouvais un peu étroites. Faudra même que j'envisage l'année prochaine de changer les bagues en plastique des charnières du gouvernail. Je pense qu'il y a un jeu que je pourrais réduire en fait. Mais bon, une chose à la fois, un plaisir à la fois. Voilà, fin de cette aventure. À vous de voir si les travaux en valent la peine. J'ai quand même gardé précieusement l'ancien gouvernail que je me garderai comme un plan B au cas où. Voilà, allez, bonne nave.